Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre produit sous forme liposomée, la vitamine C liposomiale. La vitamine C, vitamine bien connue, qu'on appelle aussi acide ascorbique, c'est une vitamine hydrosoluble, sensible à la chaleur et à la lumière, et il faut savoir qu'elle est détruite à partir de 60 degrés. Parmi tous les mammifères vivants, les êtres humains, avec les primates et les kobés, sont presque les seuls à ne pas pouvoir fabriquer de la vitamine C. L'homme doit se procurer cette substance vitale par son alimentation, car le stock de vitamine C dans le corps est très faible. C'est pourquoi, lors des grandes époques de navigation, avec Magellan, Vasco de Gama, les marins qui partaient pour de longues périodes sur des bateaux étaient atteints d'une maladie qu'on appelle le scorbut, avec des hémorragies, des inflammations des gencives, de l'anémie, fatigue et des troubles de l'ossification. En 1734, une corrélation évidente fut établie entre le manque de végétaux frais dans l'alimentation et l'apparition du scorbut. C'est le docteur James Lind qui prouva expérimentalement en 1753 le rôle curatif et préventif des citrons et des oranges. En effet, la vitamine C est très présente dans les fruits et les légumes frais. Je vous montre ici une liste avec les teneurs en vitamine C. On y voit que la goyave est très riche, le cassis, le persil frais, le chou vert, le kiwi, le cresson, le brocoli, les choux en général d'ailleurs, la papaye, le pamplemousse, l'orange, la fraise, le chou rouge cru, le citron, le jus d'orange, le chou-fleur, tout ça sont des fruits et légumes riches en vitamine C. On ne peut pas parler de la vitamine C sans évoquer le nom de Linus Pauling, double prix Nobel, un de chimie en 1954 et l'autre de la paix en 1962. Il fut l'un des premiers chimistes quantiques, reçut donc le prix Nobel de chimie en 1954 pour ses travaux décrivant la nature de la liaison chimique. Passionné par la vitamine C, il publie l'ouvrage grand public La vitamine C et le rhume. Il y affirme qu'un apport préventif de vitamine C diminue le risque d'attraper un rhume et en réduit sa durée et sévérité. Il publiera également en 1976 une étude montrant l'aide qu'apportent les hautes doses de vitamine C pour la survie et surtout la qualité de vie des cancéreux. En 1991, il publie avec le docteur Rath un article s'intitulant « Le déficit en vitamine C est la cause des maladies cardiovasculaires ». En effet, le docteur Matthias Rath, lui, a démontré que l'épuisement ou la carence en vitamine C était une des causes des maladies cardiovasculaires. On voit ici dans la colonne A l'apport optimal en vitamine C qui permet d'optimiser la production et les fonctions du collagène. La stabilité des parois des vaisseaux sanguins empêche le développement des plaques d'athérome. Ici, dans la colonne B, nous sommes dans le cas d'une carence chronique en vitamine C. Notre alimentation apporte en principe suffisamment de vitamine C pour empêcher l'apparition du scorbut. Cependant, presque personne n'ingère suffisamment de vitamine C par le biais de son alimentation pour assurer la stabilité et le bon état des parois artérielles. Cette carence est responsable de l'apparition de millions de petites fissures et des micro-lésions ici au niveau de la paroi interne des artères avec la formation de dépôts graisseux. Dans la colonne C, là c'est le cas ultime avec épuisement des réserves de vitamine C, c'est-à-dire le scorbut comme les marins avaient du temps des grands navigateurs. Donc ça va donc entraîner la dissolution du tissu conjonctif ici,
dans l'organisme et les vaisseaux sanguins. Les malades atteints du scorbut décèdent en quelques mois des suites d'hémorragie interne. Quelles sont maintenant les indications de la vitamine C? On va voir qu'elles sont nombreuses. Il y a tout d'abord le système nerveux. On sait que le stress provoque des troubles de l'attention et des difficultés de concentration à cause d'une baisse de la production de noradrénaline, qui est un neurotransmetteur fabriqué par le système sympathique, par le système nerveux central et par la médulo-surrénale. Cette baisse de synthèse de noradrénaline est en rapport avec un manque de vitamine C. La dépression serait en partie attribuable à une carence en vitamine C car elle est un des premiers symptômes cliniques du scorbut. La maladie d'Alzheimer, des scientifiques de l'université de Lund, je vous ai mis la référence en bas, viennent de démontrer un nouvel arrêt de la vitamine C, celui de dissoudre les plaques amyloïdes qui s'accumulent dans le cerveau au cours de la maladie d'Alzheimer. La vitamine C, de manière générale, est antitoxique. Elle permet de neutraliser certains polluants comme l'alcool, les pesticides, les hydrocarbures aromatiques. Elle neutralise des toxines, des champignons, chélateur pour éliminer certains métaux lourds comme le plomb, le mercure et l'aluminium. Autre indication de la vitamine C, son action sur le système immunitaire qui est très importante. On sait que les globules blancs, les leucocytes contiennent beaucoup de vitamine C, près de 60 fois plus que le plasma sanguin. La vitamine C est aussi indispensable à la synthèse d'anticorps et la vitamine C permet une meilleure mobilisation des globules blancs et des neutrophiles. Donc, la vitamine C devrait être utilisée dans toutes les infections, qu'elles soient dues à des bactéries, des virus, des champignons, des levures ou des parasites. Le docteur Jariwala en Californie a mis, lui, en évidence l'activité anti-HIV de la vitamine C qui inhibe in vitro la replication de différentes souches de ce virus. Et en 1984, le docteur Cathart avait publié de remarquables observations de sidéens très améliorés cliniquement et biologiquement par la vitamine C. En ce qui concerne les viroses comme la grippe, le coryza, l'hépatite, la mononucléose, l'herpès, l'efficacité de la vitamine C est bien connue depuis longtemps, aussi bien pour leur traitement que pour leur prévention. Je vous donne ici, avec l'utilisation de vitamine C liposomiale, un protocole pour traiter le rhume et la grippe en quelques heures. Donc, il y a 16 grammes de vitamine C liposomiale à prendre, 8 grammes au départ, 4 grammes 3 heures plus tard et 4 grammes encore 3 heures plus tard. La vitamine C est aussi fortement conseillée chez tous les patients qui vont subir une intervention chirurgicale. En effet, les patients opérés ont un taux de vitamine C effondré pour différentes raisons. Les médicaments anesthésiques, le stress, la douleur, toutes les médications post-opératoires et les perturbations du transit digestif. Or, on l'a déjà vu que la vitamine C intervient dans le métabolisme du collagène. Elle catalyse l'hydroxylation des acides aminés proline et lysine en hydroxyproline et hydroxylysine qui sont les constituants normaux du collagène. Donc, la vitamine C intervient dans le processus de cicatrisation et donc il est vivement conseillé de supplémenter les malades chirurgicaux en pré, per et post-opératoire à raison de 5 grammes par jour. Cette recommandation est valable également pour tous les traumatismes, plaies, contusions et fractures, qu'il y ait ou non intervention chirurgicale. Ensuite, la vitamine C est aussi un antioxydant et comme tous les antioxydants, elle nous protège des effets néfastes des fameux radicaux libres. La vitamine C est la pierre angulaire de tout protocole antioxydant. Elle est très polyvalente comme antioxydant puisqu'elle agit en synergie avec la vitamine E, qui elle est soluble dans les graisses. Elle est hydrosoluble comme le glutathion et a une grande affinité pour celui-ci. Elle peut en effet recycler le résidu oxydé GSSG pour le régénérer, c'est-à-dire le réduire à nouveau en glutathion.
Ensuite, indication de la vitamine C dans le cancer, et ça c'est fort intéressant. Les études épidémiologiques montrent un lien inverse entre la consommation de fruits et de légumes et l'incidence du cancer. Pour les cancers digestifs, le lien avec la vitamine C est le plus déterminant. On a déjà vu que la vitamine C stimule les défenses immunitaires, dont les globules blancs, qui vont tuer et digérer les cellules malignes dès leur naissance. Dans les cellules saines, le milieu n'est pas acide ni anaérobie. La vitamine C agit donc comme un réducteur protecteur, producteur d'électrons. Elle protège les cellules saines de la dégénérescence cancéreuse et dans certains cas peut ramener à un fonctionnement normal des cellules précancéreuses. Des cellules normales exposées à un carcinogène résistent beaucoup mieux à la dégénérescence grâce à la présence de vitamine C. De même, des cellules cancéreuses peuvent revenir à un fonctionnement normal en présence de vitamine C dans le milieu de culture. Et dernièrement, la vitamine C renforce le tissu conjonctif comme on l'a déjà vu. Elle va donc rendre difficile la migration des cellules malignes à travers les tissus. On observe un enquistement des tumeurs qui ne peuvent plus se propager facilement dans des tissus sains adjacents. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, la vitamine C affame et affaiblit les cellules malignes. En effet, vous le savez tous, les cellules cancéreuses sont extrêmement avides de glucose. C'est pour ça qu'il faut toujours conseiller à nos patients cancéreuses d'éviter de manger trop de sucre, car on nourrit plus ces cellules cancéreuses que ces cellules saines. Donc, cellules cancéreuses avides de glucose qui représentent leur source d'énergie presque exclusive. Pour satisfaire leurs énormes besoins, leur membrane possède une très grande densité de récepteurs au glucose, beaucoup plus dense que pour les cellules saines. Ainsi, à concentration extérieure égale, le glucose pénètre plus intensément à l'intérieur des cellules malignes que dans les cellules saines. La vitamine C a une structure moléculaire proche de celle du glucose et utilise les mêmes récepteurs au glucose pour pénétrer dans les cellules. Et on observe une concentration sélective de vitamine C dans les cellules malignes. La cellule cancéreuse voit ainsi de la vitamine C entrer à la place du glucose, mais ce qui ne produit pas du tout le même effet. Elle se trouve progressivement affamée d'énergie et en conséquence affaiblie. La compétition entre le glucose et la vitamine C pour entrer dans les cellules fait que si l'on baisse la quantité de glucose dans le sang, on permet à encore plus de vitamine C de pénétrer dans les cellules cancéreuses et on affaiblit d'autant plus le cancer. La vitamine C potentialise aussi l'action de la chimiothérapie et de la radiothérapie. La vitamine C protège les cellules saines des effets destructeurs des antimitotiques et de ce fait réduit les effets toxiques des chimiothérapies. La vitamine C agit d'ailleurs en synergie avec la chimio, comme le montre l'étude clinique qui se trouve en bas de la diapositive, puisque cette étude démontre que le 5-fluorouracile seul va entraîner la destruction de 38% des cellules cancéreuses, alors que si on associe le 5-FU à de la vitamine C, ce chiffre grimpe à 95,5%. On observe un même effet favorable avec la radiothérapie. Les rayons seuls, le taux de croissance est réduit de 72%, tandis que si on associe au rayon de la vitamine C, le taux de croissance est réduit de 98%. D'autres études ont montré que moitié moins de doses de rayons ionisants feront le même effet en présence de vitamine C. Donc, globalement, la vitamine C est toujours utile aux patients qui font de la chimio ou des rayons ou les deux. Plus cette complémentation en vitamine C est commencée tôt dans l'évolution du cancer, plus l'effet est important sur l'allongement et la qualité de la vue. Des observations de Linus Pauling et Cameron pendant les années 70 ont montré que pour les cas soignés précocement, la survie moyenne est multipliée de 10 à 20 fois.
Sur 129 patients qui recevaient simultanément un traitement conventionnel, c'est-à-dire de la chimio, nous avions 31 patients sans apport vitaminique. La durée de survie moyenne était de 6 mois. Pour les 98 autres qui ont reçu des vitamines, on a 20% des patients qui ont une durée moyenne de survie de 10 mois, 50% des patients durée de survie de 6 ans et 30% des patients durée de survie de 10 ans. Il existe certains mythes et des fausses rumeurs concernant la vitamine C. Le premier mythe, c'est les soi-disant effets pro-oxydants de la vitamine C. C'est faux. Il s'agit d'un article publié dans la revue Nature qui évoque le risque de dommage de la vitamine C sur l'ADN pour des apports qui correspondraient à 500 mg par jour chez l'homme. La critique quant au manque de crédibilité de cette recherche a montré comment la méthode de mesure du stress oxydatif utilisée dans cette étude est tout à fait obsolète car la technique utilisée entraîne lui-même un processus d'oxydation massif lors du test, ce qui fait que 90% de l'oxydation mesurée est créée par le test lui-même. Il s'agit en fait d'une décision politique de nature qui a permis de donner une caution scientifique à un article peu fondé et surtout permet de nourrir en arguments le lobby hostile à l'utilisation des vitamines. En effet, aujourd'hui encore, cette étude, alors que même les auteurs de celle-ci ont fait amende honorable, confère la référence en bas de la diapositive, et reconnu qu'il fallait inverser la signification de leur étude et constater un rôle antioxydant de la vitamine C, sert toujours, ici ou là, à mettre en garde les consommateurs contre les dangers potentiels de la vitamine C. Deuxième fausse rumeur, la supplémentation en vitamine C peut favoriser le développement de calculs rénaux. C'est faux. Cette théorie est basée sur deux observations non liées. Une partie de la vitamine C ingérée produit de l'oxalate ou acide oxalique. Ensuite, les individus qui ont un taux d'oxalate élevé dans leur urine ont, comme on le sait, un risque plus élevé de développer des calculs rénaux. En pratique, une personne qui ingère de grandes quantités de vitamine C, qui évite la déshydratation, n'a pas besoin d'avoir des inquiétudes concernant les calculs rénaux. En 1999, deux études conduites à Harvard ont montré que la vitamine C n'est pas un facteur dans le développement des calculs rénaux. Donc les deux études, vous voyez qu'il y en a une où on a suivi 85 557 femmes durant 14 ans et on n'a trouvé aucune association statistique entre la vitamine C et les risques de calcul rénaux. Une autre étude est faite sur 45 251 hommes en bonne santé sans antécédents de calcul rénaux et on est arrivé à la même conclusion. La vitamine C naturelle des fruits est plus assimilable que la vitamine C synthétique. Eh bien, c'est faux. Pour savoir si l'organisme assimile aussi bien la vitamine C de synthèse que celle des aliments, les chercheurs ont recruté 36 jeunes hommes non-fumeurs. Ceux-ci ont reçu la même quantité journalière de vitamine C pendant 6 semaines, soit 50 mg, soit en mangeant chaque jour la moitié d'un kiwi, soit en prenant un comprimé de vitamine C synthétique, bien sûr. Puis les chercheurs ont relevé les niveaux de vitamine C des participants pour évaluer la biodisponibilité de la vitamine. La vitamine C synthétique et la vitamine naturelle ont la même formule chimique. Elles doivent donc être assimilées de la même façon par l'organisme. Cependant, dans les fruits et légumes, d'autres molécules présentes pourraient influencer la biodisponibilité de la vitamine, a priori de manière positive. C'est d'ailleurs l'argument marketing préféré des vendeurs de vitamine C naturelle. Résultat de cette étude, les taux d'acide ascorbique dans le sang ont augmenté pendant les 6 semaines durant l'étude pour passer d'environ 23 micromoles par litre à 50. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Les molécules présentes dans les kiwis ne semblent donc ni inhiber ni augmenter la biodisponibilité de la vitamine C. Alors, quelle est la fréquence de la carence en vitamine C?
Une étude américaine dont je vous ai mis les références montre que 36% des personnes en bonne santé fréquentant un centre de santé pour des examens de routine avaient des taux de vitamine C inférieurs à la normale. Cela sans compter les personnes les plus fragiles, les personnes âgées et les malades. On peut donc dire qu'environ un tiers de la population en bonne santé est en insuffisance. Le pourcentage de personnes malades carencées en vitamine C, lui, est beaucoup plus élevé, car la carence en vitamine C favorise la maladie et la maladie augmente les besoins en vitamine C de l'organisme. Alors, quelle est la quantité de vitamine C à utiliser en thérapie? Moins de 10 mg, on meurt rapidement par scorbut. Par les doses de 10 à 60 mg, eh bien, on observe une mort lente par diverses affections. De 60 à 100 mg, ok, la vie est normale, mais on observe de la dégénérescence, notamment au niveau vasculaire, et des pathologies fréquentes. À partir de 2 grammes, bon état de santé avec résistance aux infections, de 2 à 4 grammes, amélioration des performances physiques et intellectuelles, ainsi que longévité accrue. En cas de pathologie, les doses doivent être considérablement augmentées, mais il convient d'y aller prudemment pour les personnes fragiles des intestins qui pourraient avoir de la diarrhée, sauf si on utilise la vitamine C liposomiale, et on va y venir. Alors, cette vitamine C liposomiale, elle a un grand intérêt, c'est qu'avec cette forme de vitamine C, on atteint une biodisponibilité de l'ordre de 98%. Les liposomes, c'est quoi des liposomes? Ce sont des vésicules qui sont formées d'une bicouche de phospholipides ayant au centre un compartiment aqueux. La technologie d'encapsulation liposomiale permet de protéger le produit qui est encapsulé contre les attaques acides de l'estomac et permet de délivrer le produit directement dans le sang où il pourra ensuite être véhiculé intact jusqu'aux cellules. Le secret est dans le fait que le produit est protégé par la microsphère liposomiale et n'en sort que quand la sphère entre en contact avec la surface d'une cellule. Le produit est alors transféré directement dans la cellule à travers la membrane extérieure et est donc encore intact lors de sa livraison directement au cœur de la cellule. Donc, 98% de biodisponibilité, donc on peut considérer que 1 gramme de vitamine C liposomiale est équivalent à 20 grammes de vitamine C classique. Il faut aussi savoir qu'il existe un système de régulation limitatif du taux de vitamine C circulant par l'intermédiaire des reins. Les gens qui prennent des hautes doses alimentaires de vitamine C, l'ascorbate s'accumule dans le corps jusqu'à ce que les niveaux plasmatiques atteignent ce fameux seuil de résorption rénale qui est d'environ 1,5 mg par décilitre pour les hommes et 1,3 pour les femmes. Les concentrations en vitamine C dans le plasma plus élevées que cette valeur sont rapidement excrétées dans l'urine, c'est donc le seuil de saturation du corps. La tête phosphate des phospholipides est hydrophile, ce qui lui donne une forte affinité pour l'eau et donne au liposome la capacité d'être transporté dans le plasma sanguin pratiquement comme un produit en solution. Ce système permet que la vitamine C ne soit pas directement en solution dans le plasma et tant qu'elle est sous forme de liposome, elle est indétectable pour les mécanismes rénaux de régulation de la teneur plasmatique en vitamine C. On peut donc dire que la vitamine C voyage dans le sang de façon incognito. Donc, utiliser cette vitamine C liposomiale permet d'augmenter de façon importante la teneur en vitamine C du cerveau sans être bloqué par la barrière hémato-encéphalique, d'autant que les phospholipides ont une très forte affinité avec les cellules nerveuses. Sa présentation, un flacon de 109 ml. Au niveau du dosage,
Une dose, donc quand on pousse une fois, on fait une pression sur le flacon, on délivre environ 1,55 millilitres, ce qui correspond à 1 gramme de vitamine C liposomiale, qui est plus ou moins équivalent à 20 grammes de vitamine C classique. La dose normale est de 2 doses de vitamine C par jour, soit 3,10 millilitres. En cas de convalescence après une chirurgie, on conseille de prendre 2 doses de cellulite C 2 fois par jour. Et dans les pathologies importantes comme les cancers, d'autant plus s'il y a une chimio et une radiothérapie, on peut préconiser 2 doses 3 fois par jour.